Carole. On va commencer avec Carole. Carole, animatrice. Christelle, qui s'occupe des partenariats, et Lila, qui s'occupe des développements informatiques. Donc, elles vont chacune nous dire un petit mot en fonction de leurs compétences et de leur activité au sein des Corem. Carole, j'aurais bien aimé que tu commences par nous parler de ce qu'est un réseau. Pour vous, ça représente quoi un réseau? Parce qu'il y a les réseaux informatiques, bien sûr. Il y a les réseaux humains. C'est quoi un réseau? Bien sûr, bonjour. Effectivement, nous avons vu le fonctionnement de la plateforme Ecorem comme l'animation d'un réseau. Donc pour nous, l'animation de ce réseau Ecorem, c'est une communauté d'acteurs qui est d'horizons très différents, comme ça a été abordé déjà depuis le début. L'objectif est de créer une synergie entre différents secteurs, que ce soit le monde de l'éducation à l'environnement avec ses associations, mais aussi les professionnels du tourisme, des sports de nature, les institutions et collectivités. Donc c'est avant tout cette communauté de personnes qui doit se rencontrer pour s'échanger de l'information, mutualiser leurs expériences et aussi au travers des Corem, développer leurs projets, mener à bien leurs projets d'éducation à l'environnement. Voilà comment on voit ce réseau. Le profil des utilisateurs qu'on retrouve actuellement sur Ecorem, quel est-il? Et puis à quels utilisateurs vous aimeriez qu'Ecorem s'ouvre aussi demain, justement? Le profil des utilisateurs est déjà assez varié, tel que justement nous le souhaitions et tel que le souhaitait justement le groupe de départ qui a commencé à collaborer avec nous, puisque c'est une plateforme collaborative. On a créé tout ceci ensemble. On a à peu près 80 partenaires qui sont inscrits sur Ecorem. Et c'est déjà le même profil que je vous décrivais, avec des institutions, des associations, des professionnels des sports de nature et tourisme, essentiellement. De quel type d'infos, qu'est-ce que viennent chercher les gens sur Ecorem? Les gens sur Ecorem viennent chercher de l'information très diversifiée. Normalement, ça doit répondre aux attentes qui étaient de la réglementation ou des informations d'ordre plus généraliste comme des méthodes pédagogiques. Par exemple, on peut trouver sur Ecorem, et ce qui est pas mal recherché, je peux parler de la pêche, puisqu'on en parlait déjà tout à l'heure. La pêche, les animateurs peuvent, par exemple, des animateurs d'éducation à l'environnement peuvent chercher la réglementation, qu'est-ce qu'on peut pêcher, pas pêcher, comment les pêcheurs travaillent, etc. Donc nous, on met en lien vers des sites spécialisés sur la pêche. Donc il y a toute une dimension de ressources, de recherche de ressources, mais il y a aussi une dimension de co-construction avec des espaces projets. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Quels sont ces espaces projets? Comment ils fonctionnent? Oui, donc c'est vrai qu'au-delà de l'information qu'on vient chercher, qu'on peut partager, Ecorem veut favoriser le développement de projets d'éducation au développement durable. Et pour cela, il met à disposition des outils qu'on dit collaboratifs et qu'on appelle donc sur Ecorem espace projet. Et là, deux possibilités s'offrent aux porteurs de projets, aux groupes de travail qui veulent développer des projets d'éducation au développement durable sur la Méditerranée. Soit ils ont un projet et ils ont besoin d'une plateforme pour mieux collaborer parce qu'ils sont éloignés, parce qu'ils veulent mutualiser. Et là, ils nous sollicitent pour nous demander l'ouverture d'un espace projet. Soit vous êtes une structure ou une personne en individuel, vous allez sur Ecorem, vous regardez les projets qui existent et là, vous sollicitez le coordinateur du projet si vous êtes intéressé. Un exemple pour qu'on comprenne bien? Un exemple, bien sûr. Parmi les 17 projets actuellement sur Ecorem, on a une édition qui est à destination du grand public, qui est en cours de réalisation, à livrer, qui s'appelle Cap sur la gestion du littoral, qui est un produit du réseau Mer. Il est constitué d'un groupe de travail très diversifié et leur objectif, c'est de co-construire ce contenu. Et donc, l'espace projet leur permet de mutualiser toute l'information dont ils ont besoin pour fonctionner, mais aussi leur contenu. Donc, le contenu, ils peuvent l'échanger en direct. Et ce contenu vient aussi alimenter en ressources bientôt la plateforme Ecorem. Et aussi par leur travail de rédaction, ils ont besoin de faire des recherches sur la gestion du littoral. Et ces travaux de recherche peuvent alimenter aussi la plateforme Ecorem. Merci Carole pour ces explications. Christelle?
Donc, Christelle qui suit aussi ce projet, bien sûr, depuis 3 ans. Alors, est-ce que les partenaires, parce que toute personne s'inscrivant sur Ecorem devient un partenaire d'Ecorem, hein, c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. Oui, en fait, on a fait ce choix de ce mot partenaire qui, pour nous, avait du sens. En fait, ce sont toutes les personnes qui vont pouvoir soit bénéficier des ressources présentes sur la plateforme ou également contribuer. Donc, on avait bénéficiaires, contributeurs, et on s'est dit voilà, que le mot partenaire, ça nous parlait bien et ça avait du sens pour nous. Alors justement, il y a du monde sur la plateforme, ils s'en sont emparés facilement, techniquement c'est pas trop complexe. Alors Jean-Louis l'évoquait sur le concept de la plateforme, nous-mêmes en interne, je pense que c'est Jean-Louis qui a le plus œuvré à ce que nous aussi on adhère, on comprenne et on voit à quel besoin ça pouvait répondre. Donc on a été les premiers aussi à tester. Donc là, on a commencé donc ça fait 3 ans qu'on est sur la construction de cette plateforme. Là on arrive à la phase finale avec l'inauguration et après on sera dans une phase plus de déploiement, comme Madame Perrano vous le notiez, il faut faire connaître, et ça va être la suite qui va venir. Et donc, ça fait à peu près un peu plus d'1 an qu'on a ouvert au grand public la plateforme, donc le site que vous voyez derrière moi. Carole a dit 17 projets. Alors au début, ça a été un peu difficile, en effet, de faire comprendre à quoi pouvait bien servir une plateforme comme celle-là. Donc des outils collaboratifs. Donc c'est vrai que c'est avec les espaces projets qu'on a, nous j'ai eu le sentiment qu'on a le plus pu commencer à intéresser les acteurs, en particulier ceux des sphères dans lesquelles on était. Nous, CIP Éco-Provençal, structure d'éducation et environnement, donc des acteurs du réseau mère qui ont été parmi les premiers bénéficiaires et les premiers volontaires pour des espaces projets. Donc voilà, ça a pris doucement, voilà, on est à 17 projets de nature relativement différentes. C'est-à-dire quelques exemples de projets. On a parlé d'un projet tout à l'heure, mais si. Alors, je dirais qu'on peut avoir de tout sur les espaces projets Ecorem, avec cet objectif dans des projets d'éducation, développement durable. Mais dans nous, l'éducation à l'environnement, ça peut être à destination des scolaires, ça peut être pour du grand public, avec du face-à-face pédagogique. Donc, par exemple, on a des campagnes de sensibilisation, Infomère, la campagne Éco-Attitude, la campagne Éco-Geste, qui bénéficient d'un espace projet, qui s'en servent de façon différente, et des acteurs qui sont là, ils en parleront peut-être également tout à l'heure. Ça peut être aussi de la formation, parce que pour nous, l'éducation, développement durable, faire de la formation, de la sensibilisation, notamment des professionnels de la mer, c'est bien de l'éducation au développement durable. Donc il y a une formation pour des agents portuaires. Donc c'est une interface pour les formateurs et pour les former. Ils utilisent l'espace pour s'inscrire et pour récupérer la ressource acquise durant la formation. Voilà. Parmi les exemples, il y en a encore d'autres. Et j'espère qu'on en inventera d'autres. Alors, sujet plus sensible, comment vous faites pour valider cette information? Est-ce que cette information est validée? Si elle ne l'est pas, est-ce que c'est un problème ou pas? Comment est-ce que c'est? Alors, je vais te répondre à la question en vous parlant en fait comment est-ce qu'on collecte la ressource. Oui. Donc il y a plusieurs façons. On avait prévu 2 à la base, et puis finalement il y a une 3e qui est apparue grâce à un des partenaires qui a participé à la construction d'Ecorem. Donc première façon, c'est un individu, une structure qui va venir déposer de la ressource. Alors c'est pas forcément de la ressource brute, mais ça peut être un outil pédagogique, ça peut être un ouvrage. Donc là, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de regarder à chaque fois la ressource. Alors on n'est pas là justement nous pour valider ou pas. On va dire qu'on reste dans des choses cohérentes et qu'il n'y ait pas du tout n'importe quoi qui soit mis sur la plateforme. Donc ça, c'est la première façon. Une deuxième façon qu'on est en train de développer, Lila pourra vous en parler un petit peu plus, que c'est son dada, on va dire, c'est de faire des passerelles avec des centres de ressources thématiques qui ont déjà de la donnée organisée, mais elle est thématique, peut-être réservée des experts, et donc c'est pouvoir tisser des liens. Donc là, on est vraiment dans ce rôle de plateforme portail, tisser des liens avec ces centres de ressources-là pour mettre en valeur la ressource et donner plus facilement l'accès à ces centres de ressources thématiques. L'exemple, on a rencontré récemment le réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques, qui représente un certain nombre de gestionnaires de milieux qui, eux, passent leur journée à faire des études, à connaître leur territoire. Et donc, voilà, c'est permettre une diffusion de cette information. Un autre partenaire qu'on rencontre aujourd'hui, en fait, c'est le pôle Ré-Lagune qui doit être dans la salle. Je n'ai pas encore repéré la personne. Voilà, c'est fait. J'espère que, pareil, cette structure produit de la ressource et aussi, en plus, en lien avec des acteurs du bassin méditerranéen. Donc, ce sera une ouverture aussi sur la Méditerranée. Et voilà cette deuxième façon d'avoir de la ressource.
Et la troisième, et bien en fait, c'est venu d'un de nos partenaires, l'Observatoire marin du littoral des Morts, qui est donc une collectivité locale, un gestionnaire de milieu marin, qui lui avait de la ressource sur ce site internet, pas forcément organisé, hein, mettait en ligne ses PDF, et il est venu vers nous en disant, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc on lui a organisé sa ressource, ou en tout cas on est en train de le faire, pour voir, voilà, troisième façon d'avoir de la ressource, qui pour nous donc est validée, parce qu'elle est produite par un expert, un acteur qui a, je dirais, pignon sur rue. Puis d'après ce que tu me disais, de toute façon, une erreur générait des retours assez rapidement du reste de la communauté qui utilise Ecorem, hein, parce qu'on a affaire à des gens quand même avertis. J'imagine qu'une information fausse, mauvaise ou erronée, ça remonte rapidement quand même. Oui, il y a cette notion un peu de veille. Je crois que tu vas un peu en parler avec François Rano sur la veille citoyenne. Donc je ne vais pas forcément aller plus loin, mais il y a cette notion en effet de veille et que chacun peut aussi contribuer à l'amélioration des ressources. Merci beaucoup, Lila. Donc Lila, c'est vraiment elle qui pédale, puisqu'elle s'occupe vraiment de la technique. Donc avec elle, on va voir comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire sur Ecorem, parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui ne le sont pas et qui voudraient s'inscrire. Comment s'inscrire déjà? Et comment participer? Enfin, on va essayer de voir tout ça ensemble. Donc pour l'inscription déjà, Lila. Alors, pour l'inscription, je m'excuse d'avance parce que je vais vous montrer des choses, donc des fois ça va être un petit peu long, j'espère pas trop. Donc pour s'inscrire, c'est très simple, hein, il suffit voilà, de cliquer en haut sur s'inscrire. Et après, il suffit alors d'accepter des conditions générales d'utilisation et de partage. Ça, c'est une chose importante pour Ecorem, c'est vraiment les valeurs d'Ecorem, donc des valeurs de partage, de collaboration, voilà. Donc il faut accepter ces conditions et après il suffit simplement de remplir le formulaire et de... Alors juste un voilà. mot, hein, que je vais laisser la parole à Christelle, justement, sur les conditions de participation et sur cette charte finalement auquel on adhère. Oui, c'est important, on s'arrête un petit peu sur ces CJUP, alors c'est un vocabulaire pas très joli, ça ressemble beaucoup à conditions générales de vente, alors on s'est un petit peu inspiré de ça, mais pas seulement. En fait, ces CJUP ont été co-construites, ça c'est aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire que c'est pas l'équipe Ecorem dans son coin qui a pondu ça, donc on a travaillé avec le comité de pilotage, alors au début, je me souviens de cette réunion d'ailleurs, on parlait de conventions, de chartes, comment justement... nouer ces partenariats-là, comment signifier l'engagement et de la plateforme, l'engagement de la personne ou la structure qui va venir déposer de la ressource ou avoir un espace projet. Et c'est pour ça qu'on a souhaité vraiment rédiger, et dans ces CGUP, on retrouve voilà, nos valeurs, les objectifs et les engagements respectifs. Donc ça, c'était un élément important. Et pour les rédiger, on est allé voir aussi ce qui existait, et notamment le réseau Tela Botanica, où on a beaucoup copié sur eux quelque part. Ils nous ont beaucoup inspirés pour pouvoir ensuite voilà, écrire nos propres CGUP qui vraiment représentent les valeurs. Donc je vous invite vraiment à en prendre connaissance. C'est un petit peu long, mais c'est important dans la démarche. Merci Christelle pour cette information. On continue ? Hein, donc oui. le rubricage, qu'est-ce qu'on trouve sur, Alors on trouve trois grandes parties. Donc la partie actualité qui va permettre en fait de retrouver tous les événements que les gens ont bien voulu partager, alors que ce soit sur leur espace projet ou directement sur Ecorem. Donc on va retrouver un calendrier général des événements à l'éducation au développement durable, enfin, qui pourrait avoir un lien avec ça. On va trouver l'actualité des projets. Et voilà, donc vraiment toutes les actualités que les gens auront partagées. Je pense que c'est important, hein, c'est vous dire, nous on en met beaucoup actuellement, hein, l'équipe qui est là derrière, mais c'est justement fait pour que chacun, vous avez une manifestation, vous organisez quelque chose, voilà, c'est fait pour vous, pour que vous puissiez le valoriser, et c'est très facile voilà, à remplir, donc voilà, n'hésitez pas à remplir aussi ce calendrier, il est pour vous. Vas-y. Oui, donc pour ajouter une date, hein, c'est très simple, il y a un petit lien ici, et de la même façon que tout à l'heure, on remplit un formulaire, on valide, et voilà, c'est réglé. Hein, ça apparaît instantanément dans le calendrier, donc c'est vraiment très simple. Ensuite, on trouve l'espace projet, donc là, on va trouver l'annuaire des projets, donc la liste des 17 projets dont on vous parlait tout à l'heure. La possibilité de s'inscrire à un projet, donc comment on a un formulaire pour demander à ouvrir un espace projet, puisqu'il faut vérifier que les valeurs soient bien les bonnes, qu'on soit bien dans la thématique. Les moyens de contacter quelqu'un qui est déjà dans un projet auquel on voudrait participer.
Voilà, donc ça c'est les projets. Et puis on trouve un espace, donc l'espace ressources, dont on a déjà pas mal parlé. Donc l'espace ressources qui est organisé en 3 parties. Donc les fiches ressources, ça c'est tout ce qui aura été rentré sur Ecorem ou dans les espaces projets qui vient alimenter Ecorem au fur et à mesure. Donc vraiment on va retrouver plein de fiches ressources comme ça. Donc après il suffit de les consulter, c'est très simple. Le moteur de recherche, donc ça c'est Jean-Louis qui en parlait tout à l'heure, c'est vraiment pour aller interroger les bases de données des partenaires. Donc là vous voyez qu'on en a déjà quelques-unes, donc le GREN, le réseau École et Nature et l'ADEME. Donc en fait on va simplement cocher une ressource ou plusieurs qu'on souhaite interroger, on rentre un mot-clé et on va directement retrouver les fiches de chez quelqu'un. Donc par exemple on va chercher mère. Voilà, et on va retrouver sous la même forme des fiches qui sont en fait chez les partenaires. Une fois qu'on aura le résultat, j'espère qu'il va venir vite. Voilà, donc on a tout de suite les fiches qui sont chez les partenaires. Si on clique dessus, on va aller voir sur leur site. Voilà, donc c'est vraiment un portail qui permet comme ça d'interroger ce qui est sur Ecorem et chez les partenaires. Et la troisième, voilà, on peut aller la voir ou pas, je ne sais pas. Ça marche pas. Et ce qui est important, c'est qu'on va directement vers le site partenaire, ce qui met en valeur, on n'a pas toute l'information, elle n'est pas sur Ecorem, on met en lien. Voilà. Oui, là, on est dans le GREN. Hein. Voilà, on a renvoyé directement sur le GREN. Voilà, et la troisième source d'information, c'est qu'on peut ajouter en fait des sites qui nous intéressent de manière assez simple. Voilà, donc quand on navigue, on a un site qui nous intéresse, on clique et on va l'ajouter à Ecorem parce qu'il apporte des informations intéressantes pour l'éducation et le développement durable. Voilà, donc on va comme ça retrouver des informations très variées. Ce qu'on pourra aussi faire prochainement, d'après ce que tu me disais, justement pour en revenir à la validation et la modération, c'est que bientôt on pourra intervenir et commenter l'information sans forcément l'invalider, mais au moins la commenter, l'ajuster, l'enrichir s'il y a besoin. Tout à fait. On est en train de mettre en place, on espère rapidement, un système de commentaire des fiches. Donc toutes ces fiches-là qui sont rentrées par tout le monde, par tout le réseau en fait, il y aura la possibilité de les commenter, de dire, d'ajouter de l'information. Voilà, donc c'est un peu comme Wikipédia. Il y aura vraiment tout un système qui permet de valider l'information au sein même du réseau en fait. Excuse-moi. Alors, est-ce que, parce que les informations, les difficultés, c'est à toi qu'elles remontent, hein, j'imagine, quand on a un problème. Quelles sont les difficultés objectivement? Alors, objectivement, les difficultés, moi je vous dirais, elles ne sont pas grandes du tout, mais j'ai les mains dans le cambouis tout le temps. Les difficultés, c'est simplement les difficultés habituelles. Si on n'est pas à l'aise avec l'outil informatique, forcément, ça, c'est de l'informatique. Donc, ça va être ces difficultés-là. Si on a du mal à retenir son mot de passe, ça va être dur de se connecter. Voilà, c'est les difficultés vraiment classiques qu'on peut trouver sur Internet. Et franchement, rien de plus, quoi. Après, s'il y a des petites difficultés techniques, effectivement, on fait assistance en ligne au téléphone. Voilà. Vous faites même plus que ça, hein, puisque pour les gens vraiment néophytes, vous faites de la formation. Hein, oui, ça donc on assure des formations. Alors on apprend à utiliser l'espace projet, donc ce sont des sites wiki, donc on apprend à utiliser le wiki, ce qui est quelque chose de très simple. On apprend à utiliser toute une gamme d'outils collaboratifs en ligne qui sont plus ou moins élaborés. En fait, selon le réseau, selon l'aisance des personnes avec l'outil informatique, on va leur proposer des outils adaptés à leurs besoins, à leur niveau. Voilà. Et on propose aussi, ce que je disais, oui, une assistance téléphonique. Voilà, si allô, ça ne marche pas, j'arrive plus à me connecter, comment je fais? Voilà, donc on essaye de répondre. En général, on y arrive assez rapidement. Voilà. Merci. Autres atouts d'Ecorem où on a fait le tour? Les atouts d'Ecorem, oui, c'est ce que je disais, c'est un site wiki, donc en fait pour l'éditer c'est simplissime, il suffit de double-cliquer sur la page et on écrit la page, donc je veux dire il n'y a vraiment pas besoin de s'y connaître en informatique, hein. On double-clique, c'est tout. Ce sont des outils qui sont en ligne, donc accessibles de partout à partir du moment où on a une connexion internet. Il y avait un troisième avantage que j'avais en tête mais qui m'échappe. C'est pas grave, on va les découvrir au fur et à mesure de la journée, t'inquiète pas. Merci beaucoup à vous toutes.
Donc voilà toute l'équipe qui travaille au quotidien sur Ecorem et puis qui est à l'origine de cet outil qui est à votre disposition maintenant. Donc on vous invite tous à aller vous inscrire. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Voilà. Juste pour compléter, justement, on va mettre à disposition au moment de la restauration 2 PC pour si vous voulez aller voir un petit peu plus en détail le site et éventuellement vous inscrire, double-cliquer sur la page. Vous allez voir ce que ça fait, c'est fabuleux. Et là, ce ne sera pas de l'aide en ligne, mais en direct, donc n'hésitez pas. On va remonter l'écran, je crois, pour qu'on puisse inviter François Sarano et Cécile Poujol à venir s'asseoir, parce que ça ne va pas être très simple sinon pour vous deux. Alors, si on pouvait nous remonter l'écran. Cécile, parce que derrière, on ne va pas te voir. Pourtant, j'ai plein de choses vachement intéressantes à voir. Tu t'en sortiras pas comme ça. Ah. Bon, bah, sinon, on va passer les fauteuils devant. Sinon, on se met devant. Oui, sinon, on va se mettre devant, et puis voilà. Je vais... Carole, tu peux essayer de me remonter l'écran, là? Tu crois que c'est possible? On va remonter de le remonter? Non, mais sinon, on se met debout. Oui, mais il faut qu'on... Ça, c'est à moi, juste. Voilà. C'est la vitesse grand V. Non, ça va être bon. Ça sera aussi bien. C'est la minute de pause. Donc, non, je vais en profiter pour vous présenter Cécile Poujol, qui est là, Monsieur Sarano, qui est là, Jean-Louis reste avec nous. Donc Cécile, on va commencer par les dames, excusez-moi Monsieur Sarano. Cécile Poujol qui est marin, qui est membre aussi du réseau mer d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, qui revient d'ailleurs des voiles de Saint-Tropez, où elle a couru et qui a couru il n'y a pas longtemps non plus à Cannes, où tu as gagné là, il n'y a pas longtemps. Cécile a aussi participé fait la route du Rhum, la Jacques Vabre, la Mini Transat, etc., etc. J'en passe, je te laisserai développer si tu veux. Et sinon, elle travaille beaucoup aussi sur l'éducation à l'environnement et au développement durable, en accompagnant des classes et des collèges sur ces questions de protection de l'environnement marin. Je n'ai pas dit de bêtises pour l'instant, c'est ça? J'ai bien tout dit. Donc la première des questions, c'est pourquoi tu t'impliques dans le réseau Ecorem? Pourquoi est-ce que tu as accepté d'être marraine d'Ecorem, sachant que tu es déjà quelqu'un de très occupé, donc pourquoi tu acceptes ces fonctions supplémentaires? Déjà, je suis assez fière d'être là et d'être une des marraines de cette belle opération. Et non, je crois que moi, mon expérience de skipper et mon expérience dans le milieu associatif, elle est que chacun essaye de travailler dans son coin et qu'il y a énormément de choses géniales qui se font et tout d'un coup d'avoir une opportunité de les fédérer et qu'on arrête chacun de faire la même chose mais à 3 km d'intervalle, je trouvais que c'était vraiment une bonne opportunité. Et voilà, donc je trouve que c'est vraiment pour l'instant une belle réussite. Moi, je pense que si on est plusieurs à partager le même gâteau, les parts sont pas plus petites. Au contraire, je pense qu'on est capable de faire un gâteau plus gros. Donc voilà, je pense qu'on a tous à y gagner de partager plus, de collaborer plus. Donc voilà. Merci Cécile en tout cas pour cette réponse. Est-ce que toi, qui es je me permets de te tutoyer, qui est une utilisatrice quotidienne du milieu marin, est-ce qu'il te semble que quand on est un utilisateur justement du milieu marin, on a une responsabilité environnementale et on doit s'informer sur la mer au-delà de l'activité que l'on mène? Déjà, moi j'ai la chance d'être sur la mer pour mon plaisir et pour ma passion. C'est aussi mon travail, mais c'est avant tout un plaisir énorme. Donc c'est déjà évidemment un milieu qu'on a envie de protéger. Et après, au-delà de ça, je crois que c'est un milieu, on le sait. Alors moi, je suis absolument pas scientifique, alors je voudrais pas du tout rentrer dans les débats là-dessus, mais je crois que c'est un milieu qui est fragile, ça on le sait tous. C'est un milieu qui est en danger puisque tout ce qu'on jette, même en haut des Alpes, ça finit un jour ou l'autre par arriver en mer. Donc voilà, je crois que c'est un milieu qu'il faut qu'on protège. Moi, je crois que particulièrement dans la région ici, on a un petit souci, qui moi me pose un petit souci, c'est un peu la frontière qui se passe entre les terriens et les marins, j'ai envie de dire. Alors on a le premier exemple, c'est sur les ports de Marseille, qui sont des ports qui sont fermés avec des barrières. Donc les gens, ils ont envie de pique-niquer le midi, ils sortent du boulot, ils peuvent pas aller sur le ponton. Alors soi-disant c'est pour des raisons de sécurité. Bon, moi j'ai un bateau qui ferme pas à clé, et il n'y a jamais rien qui a disparu. Donc moi j'y crois pas trop personnellement. Et je crois au contraire que si on arrivait à créer du lien
Et le lien, il passe, à mon avis, aussi par un espace physique. Hein. Moi, c'est ce que je dis quand on rentre du bateau. Alors, moi, de mes courses, mais les gens qui partent en croisière avec leurs enfants, même qui vont à Sormiou, hein, au mouillage l'été, ils reviennent, ils ont les yeux comme ça, ils se sont régalés, ils se disent « Ah, c'était trop bien, on a vu ça, puis on a vu des dauphins, et puis on a vu machin ». Bon, s'ils n'ont pas un espace qui peut être même un bistrot ou quelque chose, mais un espace physique pour rencontrer les gens qui n'ont pas cette chance-là d'aller en mer, ben, comment les sensibiliser les uns des autres? Voilà, donc... moi, je pense qu'on a un problème d'interaction et qu'il faut qu'on arrive à plus mélanger les genres pour que les gens de la Terre puissent être plus sensibilisés à ce qui se passe en mer. Et alors vous, justement, les coureurs, en termes d'éco-gestes, est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que dans l'ensemble, tes collègues en course ont un comportement environnemental qui te satisfait, ou est-ce que tu trouves que des fois, c'est pas le cas? Bah, je pense que globalement, on a une majorité à faire attention. Il y a des initiatives qui sont mises en place pour essayer de nous motiver là-dessus. Donc, il y a des éco-chartes qu'on nous demande de signer. Par exemple, quand on adhère à une des classes, qui est à mon avis une des classes les plus spectaculaires de coureurs large, qui est la classe 650, qu'on appelle les mini, qui sont ils sont en train de faire une transatlantique avec une particularité, c'est qu'ils n'ont pas le moyen de communication avec la Terre. Quand on décide d'adhérer à cette structure, on décide aussi d'adhérer à la charte des échos marins et donc de s'engager à respecter pas mal de choses. Maintenant, il est marqué dans tous les règlements de course qu'on peut être pénalisé sur le plan sportif si on est pris à jeter des détritus par-dessus bord. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Après, j'ai envie de dire, c'est comme partout, il y a des cons partout, et y compris chez les coureurs. Merci pour cette conclusion. Claire. Cécile. Monsieur Sarano, on va vous laisser la parole. Bonjour. Donc. Bonjour. Déjà, merci d'être venu parmi nous. Alors, Monsieur Sarano Merci est le président d'abord. fondateur de Longitude 281 Nature, entre autres. Il a aussi participé à l'écriture et à la réalisation du film Océan, du livre Océan aussi, dont il est l'un des auteurs. Vous avez été aussi chef d'expédition aux côtés du commandant Cousteau. Et j'en passe, vous êtes océanographe, vous avez fait vos études ici à Marseille. D'ailleurs, m'aviez-vous dit, c'est ici que vous avez obtenu votre doctorat, si je ne m'abuse. Et vous êtes parrain des Corem. Alors, même chose que pour Cécile. Pourquoi vous avez accepté, malgré toutes vos casquettes, d'être parrain des Corem? Parce que je pense que, comme chacun d'entre vous, j'essaye d'envisager pour mes enfants, mes amis, ma famille, tout le monde, un avenir durable. C'est l'objectif. C'est ce qui va tendre tout ce que nous faisons. Et je crois que Ecorem, c'est ce vers quoi elle tend. Un avenir durable, ça se fait, et on l'a répété 10 fois déjà, en créant des liens. Tout ce qui crée des liens, tout ce qui les renforce, est une nécessité qui permettra, c'est l'une des conditions, d'aller vers cet avenir durable. Créer des liens. La deuxième chose, là aussi, c'est de partager l'expérience. Si on ne partage pas son expérience, elle n'a aucun sens. Une expérience prend son sens à partir du moment où elle est offerte et à partir du moment où elle est partagée. C'est l'objectif des Corem. Par conséquent, envisager un avenir durable, créer ces liens, partager l'expérience et réveiller la citoyenneté de chacun d'entre nous. Nous avons tous au fond du cœur, au fond du ventre, je crois, un germe de citoyenneté qu'on ne cesse de nous recouvrir avec de la consommation. Et on essaye de réveiller le consommateur aux dépens du citoyen. Et Corem, en nous offrant une réflexion, essaye de réveiller ce sens en nous qui est celui du bien commun. On l'a répété là tout à l'heure avec la pêche. Le bien commun, qui est aussi l'essence même de la démocratie. Hein. C'est donner des idées chacun pour construire une société commune et pas pour des revendications individuelles de consommateurs. Donc, toutes ces choses, réunies au sein des Corem, m'ont paru une sorte d'évidence. J'ai trouvé ça formidable. J'ai dit, oui, formidable. Il faut que d'une manière ou d'une autre, je puisse embarquer dans ce bateau que vous avez lancé, qui est une merveille. Alors il faut lui donner des voiles, il faut qu'il dépasse la frontière littorale française, il faut qu'il aille sur les rives sud, il faut qu'il aille à l'est, il faut qu'il aille à l'ouest, il faut qu'il réveille cette Méditerranée qui est animée par des courants qui rentrent par Gibraltar, qui font le tour, qui descendent profond, qui remontent avec les upwelling et qui ressortent après, et qui nous unissent tous. La mer, ça nous apprend une chose. Tout est lié,
tout est lié par les courants, tout est lié par les migrations des poissons, là encore, les thons, les anchois, les sardines, qui allaient autrefois, les maquereaux allaient autrefois jusque sur les côtes libanaises avant de revenir et de ressortir de la Méditerranée. Tout ça montre que nous sommes, la vie est lien et relation, et que par essence, nous devons retrouver ça si nous voulons construire un avenir durable. Alors pour revenir à ce que disait tout à l'heure Jean-Louis, alors toi tu es sur l'eau, Monsieur Sarano, lui, il est plutôt sous l'eau, puisque c'est un plongeur. Et à ce titre-là, vous êtes à l'origine d'une charte, justement, d'une charte du plongeur responsable. Pourquoi? Le plongeur est-il aussi juste un consommateur, comme vous disiez tout à l'heure? Et puis, comment devient-on un plongeur responsable? Alors, d'abord, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est la charte internationale du plongeur responsable. Pourquoi j'insiste sur le mot international? Parce que si nous faisons les choses seuls dans notre coin, nous n'aboutirons à rien. Une somme d'initiatives juxtaposées les unes aux autres échoueront toujours. Il faut passer un seuil critique et il faut le faire ensemble pour que les choses réussissent. Par conséquent, ça doit se faire au niveau régional, national, international. Et pour donner de la valeur à cette charte internationale du plongeur responsable, nous l'avons traduite en 20 langues, pour que chacun puisse s'y retrouver, et puis, s'étant approprié cette charte, eh bien, il puisse communiquer, retrouver tous ceux qui, là encore, se sont appropriés. La deuxième chose, la charte du plongeur responsable, et ça dit tout de suite que ça veut réveiller, encore une fois, cette citoyenneté, je dirais, pas simplement du marin, pas simplement du plongeur, mais cette citoyenneté qui fait de nous des êtres qui vivons tous ensemble sur une toute petite planète. Hein. On est tous ensemble, elle ne fait pas simplement appel à la vigilance du plongeur pour préserver le mérou ou la moule perlière ou je ne sais pas quoi. Non, le plongeur, il est 3 heures dans l'eau, il est donc 21 heures à l'extérieur de l'eau, c'est un citoyen comme les autres. Par contre, comme il est plongeur, il a souvent tendance à rester enfermé dans son masque, et on essaie de lui rappeler que, surtout lorsqu'il va à l'étranger, il visite des pays formidables, et qu'il faut qu'il sorte de son masque, qu'il aille écouter les histoires des gens qui sont à côté, qu'il fasse attention à son pouvoir d'achat, qui peut faire basculer des vies, qu'il fasse attention à sa consommation d'eau. Un plongeur, ça consomme beaucoup d'eau. Je crois qu'aussi les gens sur les voiliers consomment beaucoup d'eau. Et parfois, ils ignorent qu'en laissant couler le tuyau, ils privent d'eau l'agriculteur qui est à quelques kilomètres de là et qui tout d'un coup va voir sa vie basculer et va être envoyé dans quelques faubourgs de grandes villes. Donc, réveiller la citoyenneté. C'est ça qui, pour nous, paraît essentiel. Et encore une fois, c'est ce qu'on retrouve ici dans Ecorem. Je sais que vous avez un point de vue sur la veille citoyenne aussi qu'on n'a pas encore entendu ici, hein, puisque Ecorem fonctionne aussi sur le principe de la veille citoyenne. Pourriez-vous nous éclairer justement sur ce point de vue? Alors d'abord, comme tu le rappelais, il y a une différence entre les terriens et les mériens. Et entre ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont sous l'eau. Nous, les plongeurs, on peut dire qu'on est les observateurs un peu privilégiés de l'évolution du monde marin que beaucoup de gens ignorent parce que passer la peau de l'océan sous la surface, sous le miroir, c'est un monde mystérieux. Nous, alors, en revanche, nous nous immergeons et nous découvrons un monde totalement différent, mais totalement différent de celui que nous vivons concrètement tous les jours à terre. Différent pas simplement parce que il est à 3 dimensions, qu'on peut voler, simplement en inspirant ou en expirant. Mais parce que, bien que blessé, bien que souillé, la Méditerranée et l'océan mondial restent quand même le dernier grand territoire sauvage de notre planète. C'est le dernier endroit où l'on peut encore approcher des animaux sauvages sans qu'ils fuient. Essayez d'approcher des oiseaux à terre, envoler. Non, sous l'eau, vous pouvez les approcher, les plus petits poissons. Sous l'eau, ici, au large, en Méditerranée, vous pouvez voir les géants de la planète. Essayez d'approcher un hippopotame ou un éléphant. Impossible. Impossible. Vous n'avez pas essayé. Mais sous l'eau, on peut approcher les baleines. Ici, vous pouvez approcher les rorquals. 20 mètres. Vous
pouvez même approcher les grands prédateurs. Moins en Méditerranée, malheureusement, parce qu'ils ont beaucoup souffert, mais il ne tient qu'à nous pour qu'ils reviennent. Et ces rencontres avec la vie sauvage, elles vous changent pour toujours, parce qu'elles vous offrent, elles vous replongent dans nos racines. Elle vous offre paix, elle vous offre sérénité, elle vous donne envie d'aller partager ce que vous avez découvert avec chacun, ceux que vous aimez le plus. Voilà pourquoi ce monde sous-marin, il est riche et qu'il faut le préserver. Voilà pourquoi cette Méditerranée, qui était incroyable il y a 150 ans, si vous lisiez les livres des naturalistes, j'ai trouvé un livre d'un naturaliste qui s'appelle Marcel de Serres, qui pour le gouvernement français a fait une étude de 20 ans sur la richesse de la Méditerranée, et qui décrit les statistiques à l'appui. Il y avait déjà des statistiques à l'époque. Les bancs de thon, si larges, si nombreux, que lorsqu'ils arrivaient sur les plages du côté de Nice et qu'ils étaient poursuivis par les requins, les plus gros thons s'échouaient sur les plages. Et vous savez quel était le requin le plus abondant il y a 150 ans? Le grand requin blanc. En quelques décennies, on a pratiquement effacé tout ça. Pratiquement. Et ça, nous, plongeurs sous-marins, on le voit. Moi qui plongeais dans les années 70, ici, juste à côté, là, j'ai plongé avec des thons. À l'époque, c'était si banal que dans les carnets de plongée, on le notait à peine. Il y a une sorte d'amnésie écologique. Chacun considère ce qu'il découvre au moment où, pour la première fois, il met les yeux dans un milieu comme le point zéro. Pas du tout. La Méditerranée est vraiment dégradée. Et ça vaut la peine de s'en occuper. Ça vaut la peine. Voilà pourquoi Ecorem est important. Mais, dans le même temps, on s'aperçoit que chaque fois qu'on prend des bonnes mesures, un parc national ici, une réserve là, un sentier sous-marin, un cantonnement de pêche, la vie revient, elle revient riche, en abondance et en diversité spécifique. Voilà pourquoi ça vaut la peine d'être ici, tous ensemble. Parce que si on met en commun toutes nos ressources, on va pouvoir offrir demain à nos enfants, à ceux d'ici, à ceux du Sud, à ceux de après-demain, une mer qui est plus riche que celle que nous connaissons aujourd'hui. Voilà pourquoi Ecorem doit vivre et se développer. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien et pour vos interventions. Et pour vous remercier, je vous invite à aller boire un petit café avec des petits gâteaux. Et vous êtes tous invités au premier étage. On fait une petite pause pour ceux qui ont une petite faim ou une petite soif. Voilà. Merci beaucoup et tous ensemble. Merci beaucoup. Je l'ai à la maison, je peux le télécharger sur Internet. J'en ai ici des extraits parce que je pense comment les lire. Juste une toute petite information. Tout ce qui est vert, etc., ne pas les descendre en bas, même si vous avez encore une petite soif. Je vous inviterai à ressortir dans ces cas-là, mais qu'on ne descende pas ce qui est là-haut en bas. Voilà, c'est ce qu'on vient de me demander de vous indiquer. Merci. Alors, on va pouvoir démarrer cette table ronde. Avant de commencer, je vais vous présenter les différents intervenants et puis ensuite je vais vous expliquer les règles du jeu en quelques minutes. Donc, Valérie Raimondino, qui travaille à la région PACA, qui est chargée de mission, mais qui est aussi animatrice du réseau mer. Hein. Laurence Recade, qui représente l'agence de l'eau, qui est aussi chargée de mission. L'une et l'autre ont beaucoup travaillé aux côtés de l'équipe d'Ecorem pour monter le projet. Ils les ont beaucoup aidés techniquement, je ne dis pas de bêtises. Gwendoline Péchon, excusez-moi, j'ai perdu la... Amélie, non, je dis Gwendoline Péchon, excusez-moi. C'est parce que je ne me suis pas trompée, à l'association donc ADE, qui est une utilisatrice d'Ecomer et qui donc va nous parler de la façon dont elle s'est emparée d'Ecorem. J'ai dit quoi? Ecomer, c'est ça? Excusez-moi. Vraiment, ça ne va pas, j'ai bu qu'un café, pourtant c'est tout, je vous promets. Monsieur Morin, qui lui est directeur de l'Observatoire régional des morts. J'ai un peu perdu le fil, excusez-moi.
on n'est pas loin. Hein. Et Sandrine Poyet, donc, qui représente le Graine et qui est animatrice du réseau et chargée de communication au sein du Graine. Voilà. Donc l'idée, c'est de traiter ensemble les différentes problématiques qui ont trait à la préservation du littoral, à l'éducation à l'environnement, bien évidemment en relation avec ce qui est fait au sein des Corem. Et pour ça, la parole vous est donnée, c'est-à-dire que c'est une table ronde. N'hésitez pas à poser des questions les uns les autres. Vous levez le doigt et on vous passe un micro. Hein, c'est pas compliqué. Ou à intervenir aussi pour nous faire part de vos expériences. Si vous avez des expériences qui peuvent illustrer, éclairer les propos qu'on est en train de tenir ou l'intérêt de monter des réseaux comme celui qu'Ecorem porte aujourd'hui. Alors justement, est-ce qu'il y a déjà peut-être une question dans la salle ou une déclaration à faire ou un exemple que vous voudriez mettre en valeur? Sinon, je vais moi-même lancer les premières questions et puis je vous laisserai prendre le relais après. Vous êtes beaucoup trop nombreux, je ne sais pas à qui donner la parole. Donc on va commencer peut-être avec Sandrine, si vous voulez bien, Sandrine. Sandrine, vous êtes animatrice d'un réseau, vous-même, hein, puisqu'on parle du Graine. Alors, il faut attendre quelques secondes, c'est pour ça. Voilà. Non, mais le petit bouton vert n'était pas allumé. Attention. Je vous le refile, moi, le micro, hein, si vous voulez. Alors, si vous aviez des conseils à donner aux gens d'Ecorem qui démarrent ce projet, même s'il existe depuis 3 ans, quels seraient-ils, vous ? Des conseils, je ne sais pas si... Au regard de ce que vous connaissez, ce que vous vivez au quotidien, bien sûr. Au regard de ce que je connais, en fait, nous, Graine PACA, on le suit également depuis 3 ans, puisqu'on participe au comité de pilotage. Je crois que l'équipe d'Ecorem a pris vraiment en compte le fait qu'un espace Internet qui travaille en réseau et qui travaille avec de nouveaux outils Internet doit consacrer beaucoup de temps sur l'animation, sur le suivi, sur l'accompagnement des personnes et des structures qui vont pouvoir nourrir cet outil Internet, parce que pour moi c'est un outil, enfin c'est plusieurs outils Internet qui vont permettre de faciliter le travail en réseau, le partage de ressources, le partage de projets autour de la Méditerranée. Et je pense que toute la valeur que vous avez essayé de donner au sein d'Ecorem, c'est grâce aussi à une équipe derrière de salariés qui consacrent beaucoup de temps dessus et qui se consacrent uniquement à ça. Et ça, c'est important, je pense, de consacrer beaucoup de temps sur l'animation de ces outils Internet, parce que si on veut pouvoir les faire vivre, il faut qu'il y ait derrière des personnes qui les animent. Et puis, il ne faut pas oublier la rencontre aussi. Ecorem, ce n'est pas uniquement un espace virtuel, mais c'est aussi un espace où les gens vont pouvoir se rencontrer. C'est vrai qu'il est là pour faciliter la mise en ligne de projets, de ressources, mais ça n'empêche pas aussi que les personnes qui partagent des projets, qui travaillent ensemble sur des projets communs, vont pouvoir aussi se rencontrer. Voilà, ça, je pense que c'est important à le dire. L'outil Internet, ce n'est pas uniquement du travail chacun derrière son ordinateur, mais c'est aussi des fois de la rencontre. Alors vous allez dans le sens de ce que me disait Gwendoline quand on a échangé, hein, c'est-à-dire que toute l'interface, toute l'aide qui est apportée par Ecorem, par Lila entre autres qui est là-bas, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que parfois il y a une fracture numérique, hein, on ne connaît pas tous forcément le fonctionnement de ces outils-là. Et vous m'avez même dit qu'au-delà de ça, vous avez permis de vraiment vous emparer complètement des outils collaboratifs que finalement vous maîtrisiez mal. Ça avait aussi cette vocation de sensibilisation. Vous en avez parlé au travers justement d'un projet que vous menez et qui est inscrit dans le cadre d'Ecorem. C'est ça, tout à fait. Alors c'est vrai je dirais que l'équipe Ecorem assure un véritable service après-vente, entre guillemets. C'est-à-dire que dès qu'on a un souci, on les appelle. Enfin, moi, je Skype maintenant ces salariés et de suite, elles nous répondent. Elles nous aident vraiment à construire le projet, à pouvoir écrire. Alors moi, ma première utilisation d'Ecorem, ça a été dans le cadre du groupe d'évaluation de la campagne Ecoges Méditerranée. J'avais jamais pratiqué le wiki. C'est une catastrophe. Et de suite, en fait, c'est vrai que c'est très simple. Comme tu le disais, on double-clique, on écrit, on valide. Et même pour poster des documents, c'est quand même assez simple. Et elles m'ont formée au départ par téléphone.
en direct, tu fais ça, et puis je l'ai fait une fois, la deuxième fois je suis revenue, j'y suis pas tout de suite arrivée, j'ai rappelé, et puis hop, une fois qu'on a le pied à l'étrier, on s'empare très facilement de l'outil, avec la formation en plus qu'il propose. Du coup, elle nous propose d'autres outils, des Dropbox, des Etherpad, des machins, tout ça avec des noms un peu compliqués et barbares, mais voilà, on va s'emparer grâce à Ecorem, au-delà juste de l'interface d'Ecorem, d'autres outils collaboratifs qui nous aident vraiment dans le travail quand on travaille avec plusieurs structures animatrices. Alors, qui vous aident justement à monter quel projet? Alors, moi, c'est le projet Éco-Attitude. Donc, on est coordinateur régional d'une campagne. Donc, on est 6 structures à travailler sur cette campagne, sur le littoral. Donc, une campagne de sensibilisation des touristes avec... c'est un jeu qu'on propose aux touristes en soirée, et vous verrez qu'on utilise des boîtiers électroniques, et ça vous le verrez en fin de journée. Ouais. Je garde le suspense parce que sinon... Oui, on va reparler justement en fin de matinée, juste avant d'aller déjeuner. Valérie Raimondino, qui a participé à la construction d'Ecorem et qui par ailleurs est animatrice d'Irésomer. Idem, qu'est-ce que vous attendez d'Ecorem? Quel conseil vous pourriez donner, vous qui animez un réseau, et un réseau assez important? À quoi il faut faire attention, justement? Quels sont les écueils à éviter? Les écueils à éviter, à mon sens, c'est l'outil informatique ne fait pas tout. Et il est important, comme on l'a déjà vu ce matin, de garder de la relation humaine. Et je voudrais remercier M. Sarano ce matin parce que vous avez parlé avec votre cœur et vous avez touché notre cœur. Et un grand merci pour votre intervention, qui m'a beaucoup émue en tout cas. Et c'est ça qu'il faut garder dans le réseau, c'est-à-dire que l'outil informatique, bien évidemment, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Et dans le réseau mère, alors nous, on n'a pas de salariés attitrés au réseau mère, à part l'animatrice que je suis au sein de la région. Et on fonctionne beaucoup sur le cœur des autres pour justement pouvoir aider, contribuer, et ça marche aussi pas mal. Ça fait bientôt, l'année prochaine, on va fêter les 10 ans du réseau mère. Ce réseau a des parrains et des marraines de renommée aussi, puisque Cécile Poujol a aussi accepté d'être marraine du réseau mère. Et nous avons le grand honneur aussi d'avoir Albert Facot comme parrain du réseau mère, et qui était venu à un comité de pilotage à l'hôtel de région. Et bien évidemment que Bébert, quand il s'exprime, tout passe par ces mots, et il nous captive tous et il nous donne tous envie de faire quelque chose. Donc voilà, l'outil informatique, c'est très bien, on s'y appuie, on apprend. Voilà, moi aussi, je ne pratiquais pas le wiki, et je suis dans ce groupe anonyme d'utilisateurs de non-wiki depuis 2 ans déjà, et j'ai beaucoup de mal, j'avoue. Donc heureusement qu'on a une super hotline et qu'on a des filles qui sont merveilleuses, et un grand merci à Lila, à Carole, pour leur disponibilité, parce que je ne dirais pas à toute heure du jour et de la nuit, mais en fait, voilà, Ecorem, c'est aussi ça, ce sont des personnes qui sont derrière, on sait très bien qu'on peut les appeler quand on est coincé, quand on patine, parce que moi, je suis un robot sur Wiki. Il faut le savoir, mon ordinateur, au bout d'un moment, je suis robot, donc voilà, ça ne fait pas plaisir d'être un robot. Et on a des collègues en face avec qui on a noué une amitié certaine, et c'est grâce à cette amitié-là au sein du réseau, alors au futur réseau mère international, parce que j'ai bien entendu aussi François, il faut voir loin, il faut voir... donc peut-être que le réseau mère deviendra international un jour, pour qu'on soit plus efficace. Et c'est vrai que dans ce réseau, voilà, depuis 10 ans, on a créé des outils pédagogiques, puisqu'on a dit ce matin qu'il y a beaucoup d'espaces projets qui sont sur Ecorem, qui proviennent du réseau mère. Grâce à la motivation de chacun, chacun souhaite être porteur d'un projet, et c'est comme ça que d'une petite initiative, on arrive à faire des choses intéressantes. Et dans ce réseau, bien évidemment, comme on l'a dit aussi ce matin, on n'associe pas que les associations d'éducation environnement. On a commencé avec eux en 2002, mais depuis, on a rajouté des institutionnels, puisqu'on a le Conseil général du Var qui est adhérent à la charte du réseau mère. On a l'éducation nationale qui est représentée en force aujourd'hui ici, et on les remercie aussi parce qu'on a besoin des collègues de l'éducation nationale pour aller intervenir dans les écoles. Et comme je dis toujours dans les partenariats, un partenariat, c'est quand tous les partenaires sont liés. Et quand il y en a un qui a des difficultés, c'est pas on lui tombe dessus et on dit ouais c'est la faute à lui parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Non, on est solidaires et on se serre les coudes pour que le projet puisse continuer et pour pallier au dysfonctionnement d'une structure. À un moment donné, on peut tous avoir des difficultés dans nos structures, qu'on soit institutionnel ou associatif, et on est là pour s'entraider. Et je voudrais ajouter, si je peux me permettre, sur le réseau mère, qu'il est animé par la région PACA, mais il est vraiment co-animé par l'Agence de l'eau.
On a sorti ça aussi récemment en se disant quand même que l'agence de l'eau, elle participait énormément au réseau depuis la création, aussi bien d'un point de vue technique que pour financer les projets qui étaient menés. Et donc, c'était tout à fait légitime de citer l'agence de l'eau, et du coup, ça fait une très bonne transition. Alors justement, est-ce que Laurence veut rajouter quelque chose? Merci. Sur le réseau mère, non. Mais moi, je voudrais faire juste un lien du coup avec aussi d'autres outils qu'on a au niveau régional PACA et qui trouveraient une place assez légitime effectivement dans Ecorem. Et je pense à la plateforme régionale des PACA, dans lequel effectivement et la région et l'agence et d'autres partenaires dont l'éducation nationale est impliquée aussi, sont impliqués. Et donc effectivement, je pense que Ecorem doit devenir aussi un outil collaboratif partagé par tous, qui touchent effectivement, qui ont pour ambition effectivement de protéger l'environnement au sens large du terme et le milieu marin plus spécifiquement, et effectivement de mieux faire ce lien entre amont et aval, et de mieux travailler aussi avec l'ensemble des éducateurs à l'environnement, des gestionnaires et autres scientifiques du milieu terrestre pour aller aussi agir sur le milieu marin, et la mutualisation effectivement de l'information et de la connaissance peut aussi passer par là. Donc Ecorem doit aussi servir à cela, au-delà du réseau mère, aussi à travers la plateforme régionale dédiée. Alors justement, en parlant de mutualisation de l'information, je vais me tourner vers monsieur Jean-Philippe Morin, qui représente l'Observatoire marin du littoral des Morges. Je ne me suis pas trompée, parce que vous amenez de l'information sur Ecorem. Vous êtes un contributeur, et c'est la raison. D'ailleurs, vous êtes allé voir Ecorem au départ en leur demandant est-ce qu'on peut utiliser cette plateforme pour y mettre de la ressource, parce que vous ne saviez pas trop comment finalement la diffuser, c'était votre problème. Tout à fait. En fait, donc on participe à peu près depuis le début également à la mise en place d'Ecorem. Au fur et à mesure de son développement, on s'est rendu compte qu'il y avait des aspects qu'on n'avait pas imaginés, et notamment le stockage d'informations, de ressources, un point sur lequel nous on commençait à atteindre nos limites, et on n'avait pas vocation à développer encore plus la gestion et le stockage des informations qu'on développe au sein de l'Observatoire marin. Alors c'est de l'information locale sur de la gestion sur un territoire qui est assez restreint. Mais malgré tout, on commence à en cumuler pas mal, et il fallait qu'on trouve une autre façon de travailler pour pouvoir mutualiser tout ça. Et là, on s'est naturellement tourné vers Carole pour lui dire, voilà, on a ce problème-là, est-ce que ça peut en partie y répondre? Et du coup, c'est comme ça qu'on a abordé ça concrètement, en lui présentant nos dossiers. Alors, quelle information mettez-vous en ligne, justement? Ça va être des rapports d'activité, ça va être des résultats d'études, de suivi sur la qualité de l'eau, de suivi sur la qualité des posidonies, sur les sédiments, tous les rapports d'intervention sur nos animations, que ce soit les animations de sensibilisation. C'est vraiment très divers et varié, ça peut intéresser peut-être quelques personnes, c'est très localisé, par contre ça concerne 4 communes, mais après en termes de méthodologie, ça peut peut-être drainer un peu plus large. Donc voilà, on s'est dit, ça existe, autant le valoriser dans la mesure du possible. Si techniquement en plus c'est pas trop compliqué, pourquoi pas tenter l'opération. Et on commence, donc c'est difficile de se projeter et de dire il va falloir le développer comme ça ou comme ça. Mais déjà on s'est rendu compte qu'il y avait des petites, par exemple, modifications à apporter à l'interface pour pouvoir répondre complètement à notre besoin. Mais pour ce qui est tout à fait logique, puisque je ne suis pas sûr qu'au départ elle ait été conçue comme ça, l'interface. Mais en tout cas, ça permet de s'adapter et de voir venir. Et peut-être qu'après d'autres structures, j'ai vu qu'il y avait l'Ifremer, du coup, maintenant, avec Archimère. Je ne sais pas si c'est la même vocation, mais qui avait positionné un lien. Donc, ça peut faire des émules, je ne sais pas. Jean-Louis, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Voilà, pour l'instant, on s'est positionné côté producteur de données et mise à disposition de toutes ces données. Et vous n'avez pas encore ouvert d'espace projet, hein? Vous n'avez pas eu Alors, on participe aux espaces projets à travers EcoGest, à travers tous les projets, puisqu'on fait également partie du réseau mère. Mais disons qu'on y participe à différentes casquettes, en fait, dans le cadre d'Ecorem. D'accord. Gwendoline, elle a monté un premier espace projet. Je crois qu'elle en a un deuxième en projet, en projet, oui. C'est ce qu'elle me disait. En quoi il était pertinent d'utiliser Ecorem pour votre projet? Lequel? Alors sur Eco-Attitude, alors pour être franche, parce que si vous allez voir l'espace projet Eco-Attitude, pour l'instant vous verrez un magnifique logo, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore utilisé. Mais vous avez utilisé les outils beaucoup. Voilà, on a énormément utilisé les outils. Alors sur Eco-Attitude plus particulièrement, l'intérêt en fait, c'est qu'on est 6 structures, on a des jeux différents, donc on a des jeux différents qu'on a envie de mettre en commun, de partager. Donc c'est des jeux, c'est un quiz, donc il y a des questions, des réponses, on apporte des commentaires pour les touristes. Et donc là aussi, on va pouvoir, je dirais, mutualiser nos réponses
Ah, toi, qu'est-ce que tu réponds à ça? Nous, on dit ça, nous, on dit plutôt ça, voilà, ce genre de choses. Et puis après, aussi dans la coordination, c'est plus simple parce qu'on peut mettre les comptes rendus de comité de pilotage, par exemple, dessus. Donc, tout le monde y a accès, ce genre de choses. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? La mutualisation peut aller même au-delà. Donc, dans le cadre d'éco-attitude, dans le cas d'éco-attitude, ça peut être aussi des mutualisations de supports utilisés effectivement dans le cadre de ces animations-là. Je sais effectivement que certains ont récupéré des films effectivement faits par l'ONF ou autres qui peuvent être utilisés à un moment donné effectivement dans une présentation et qui peuvent être utilisés par une autre structure, des Bouches-du-Rhône ou des Alpes-Maritimes dans ce cadre-là. Donc, c'est aussi cette mutualisation-là, c'est de la mise en commun effectivement de supports qui peut être valorisé à un moment donné par rapport à une action précise. Oui, David Delon de l'association Outils Réseau qui a aidé à mettre en place le dispositif Ecorem, et je viens également avec la casquette ONEM que je présenterai lors des barcamps cet après-midi. Donc ma question c'est, est-ce que les outils, les façons de travailler que vous avez vues au sein du projet Ecorem, lors des formations, est-ce que vous les avez réutilisées dans d'autres projets qui n'ont rien à voir avec Ecorem, qui sont proches, etc. Est-ce qu'il y a eu diffusion en fait, de ces méthodes? Parce que du coup, Outils Réseau, ce qui nous intéresse beaucoup au-delà des outils, c'est les usages, les méthodes. C'est vrai que, moi, pour connaître ces outils depuis un peu plus longtemps, puisque j'avais suivi dès 2005 des formations pour la mise en place de Wikini, mais après d'autres outils qui ont pu être développés au sein d'Ecorem. Tout à l'heure, Gwendoline parlait de... Etherpad oui, Etherpad, voilà. Ça, c'est un super outil pour l'animation de réunion. Et ça, nous, au Graines, on ne le connaissait pas forcément. On l'a réutilisé. C'est des outils qu'on a pu partager. Tout à l'heure, Laurence parlait de la plateforme régionale de concertation. Et je pense que pour la plateforme, pour l'animation de la plateforme, c'est des outils qui sont intéressants parce qu'en termes pour faciliter l'animation des réunions, des groupes de travail, voilà. Ça, c'est des super outils qu'on peut réexploiter au sein de nos structures, qu'on travaille en réseau ou non. On a pu réutiliser les Google Documents, par exemple, pour travailler sur des projets qui n'ont rien à voir avec Ecorem, sur des thématiques complètement éloignées du milieu marin. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que voilà, ça nous ouvre vers d'autres outils et qui sont très simples d'utilisation. Et ce qui était intéressant justement au travers du projet Ecorem, c'est aussi l'offre de formation qui accompagne tout ce projet. Et ces formations auxquelles on a pu avoir accès, c'est des temps de rencontre entre nous, de partage. Et puis c'est des temps aussi où on apprend à utiliser de nouveaux outils. Alors moi, je voudrais aller en profiter du coup pour aller un petit peu plus loin par rapport à Ecorem. On parlait tout à l'heure d'Ecorem. Son objectif, c'est pas de rester uniquement sur PACA, mais c'est de s'étendre sur le pourtour méditerranéen. Je pense, dans un premier temps, il y a le Languedoc-Roussillon. Et aux Graines Languedoc-Roussillon, ils animent aussi un espace similaire au réseau mer, avec des campagnes de sensibilisation sur la période estivale. Et je pense que ça serait la prochaine étape aussi, de se rapprocher d'eux pour qu'ils rejoignent Ecorem et pour que Ecorem commence vraiment à s'étendre. On avait déjà, au sein du réseau mer, fait des rapprochements avec le Graines, Languedoc-Roussillon. C'est peut-être l'occasion d'aller un petit peu plus loin grâce à Ecorem. Voilà. Alors Sandrine, peut-être pour te répondre... C'est peut-être déjà prévu. Oui, on en profite. Voilà. Le 24 novembre, on va rencontrer les acteurs du Graines Languedoc-Roussillon. Il y aura une grande réunion et en effet, ce sera au moment où ils vont faire le bilan de leur campagne de sensibilisation qui s'appelle OCEL. Et donc on en profite pour aller les rencontrer et leur expliquer Ecorem. D'accord. Moi, je voudrais juste rajouter une chose par rapport au réseau, parce que c'est vrai que nous, Graines PACA, on est plurithématique, on est sur l'ensemble de la région. Et du coup, on participe à divers réseaux thématiques, réseau mer, mais aussi le réseau montagne. Alors, ce réseau montagne, il est sur 2 régions, région Rhône-Alpes, région PACA. Et c'est vrai que c'est intéressant d'échanger, de partager. Et du coup, moi, en tant qu'animatrice de réseau, je leur parle aussi de ce qui se fait sur le littoral. Et eux aussi utilisent les outils collaboratifs, et notamment Wikini. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ce lien amont-aval peut se faire aussi.
Alors juste pour revenir sur ce que vous évoquiez, c'est-à-dire le développement des Corem sur la zone méditerranéenne, hein, d'abord la façade française et peut-être au-delà. Je voulais justement demander à Monsieur Morin d'intervenir sur cette question sur laquelle nous avions échangé, puis si vous voulez aussi rajouter un mot. Par rapport à ce développement, c'est sûr qu'on peut, pourquoi pas, imaginer aller beaucoup plus loin, mais est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que, du coup, on pourra, enfin, les gestionnaires des Corem pourront maîtriser? Est-ce qu'il y a un réel besoin, voilà, à partager à l'échelle beaucoup plus large? Je ne sais pas si aujourd'hui on se rend compte. J'ai l'impression quand même qu'on arrive à travailler de manière plus concrète et plus opérationnelle quand on a quand même une certaine proximité. Donc après, à vouloir aller très au-delà, alors oui, le curseur, j'en ai aucune idée, mais il y a une limite peut-être quand même à ne pas dépasser pour pouvoir rester légitime, crédible, connaître ce dont on parle. Et c'est vrai que le bassin méditerranéen, à mon avis, c'est une ambition qui est déjà pas négligeable, sachant qu'il y a déjà des réseaux par ailleurs qui se développent. Il y a les réseaux Medpan aussi. Enfin voilà, il y a des tas de choses autour de ce secteur. Il y a déjà pas mal de choses à faire, à collecter. Donc, à mon avis, déjà, ce type de perspective peut permettre de travailler pendant quelques années. Surtout que, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, il ne suffit pas de lancer Corem, après il va falloir l'alimenter, il faudra du monde derrière. Donc, il faut avoir après les moyens de ses ambitions. Donc, Non, mais c'était une question effectivement qu'on peut se poser. Et il y avait une question au moins sur la pérennisation effectivement des Corem. Donc vraiment là, à la limite, en tant que partenaire financier aujourd'hui, de la première phase de mise en œuvre effectivement des Corem. La suite par rapport à cela, aujourd'hui, Ecorem effectivement bénéficie avant tout d'un lourd financement effectivement de l'Europe à travers le FEDER. Le CPIE Côte Provençale a su effectivement saisir la balle du FEDER effectivement il y a 3 ans ou 2 ans maintenant, et effectivement ils ont su faire avancer ce projet là-dessus. La suite du projet au niveau financier, ça va être aussi une question qu'on devra débattre à un moment donné, puisqu'aujourd'hui les financements sont assurés jusqu'à la fin de l'année 2011, si je ne me trompe pas à peu près. Et donc après, quid effectivement de la pérennisation des Corem. Donc voilà. Et il y avait une autre question effectivement qui pouvait se poser, je pense légitimement, c'est aussi au niveau des droits et des droits entre guillemets, lorsqu'on met effectivement, lorsque l'Observatoire marin met de la donnée et de l'information sur Ecorem, quid effectivement du droit derrière et de la protection aussi de ces données en tant que telles. Ça voilà. Déjà, la mise à disposition de données, elle est évidente, puisque c'est une donnée publique qui a été financée par la plupart des partenaires ou par des collectivités. Donc là, il n'y a pas d'obstruction à ça. Après, la question du droit, je crois qu'il y a des outils qui sont prévus dans le concept d'Ecorem qui définissent les modalités de réutilisation, de diffusion, enfin tous ces aspects-là. Donc bon, et ensuite, bon, cette donnée, voilà, la vocation, c'est sa nature même d'être communiquée. Donc je ne pense pas que du côté des producteurs de données, il y ait de blocage à ce niveau. Enfin, j'espère en tout cas. Juste par rapport à un aspect financement, excusez-moi Christelle, il y a, je sais par exemple d'autres initiatives, mais qui à mon avis devraient pouvoir fusionner. Par exemple, le Conseil général du Var évoquait un portail de la mer. Donc un portail de la mer, est-ce qu'il y avait un petit peu la même notion derrière? Et est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à faire d'une pierre deux coups? Enfin, c'est des choses comme ça qui peuvent permettre de pérenniser un peu ces démarches. Oui, par rapport au questionnement on n'en a pas parlé tout à l'heure lorsqu'on a présenté les fonctionnalités. Toute personne justement qui contribue, qui dépose de la ressource, a le choix de comment il va partager cette ressource. On a pris les Creative Commons. C'est un mot un peu barbare, mais c'est une sorte d'alternative au copyright qui permet en fait de définir la façon dont je veux partager une ressource. Est-ce que je la partage en totalité? Est-ce que je mets certaines clauses? Je ne dis pas de bêtises, je crois, Carole, il y a 6 façons différentes, 6 contrats Creative Commons. Donc on a 6 façons différentes de partager de la ressource. Je vous invite vraiment à aller vous regarder sur le site, on les explique en détail. Donc c'est ça aussi qui est important de dire, voilà, on choisit la façon dont on veut partager sa ressource. Oui. Alors, vous répondez au fur et à mesure aux questions que je me posais. Je me présente Isabelle Poitou, Association Mer-Terre. Une remarque, c'est que déjà, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et aussi de me proposer pour l'association, notamment cet après-midi avec un Explore Camp, pour proposer un réseau de surveillance. Comme vous me connaissez depuis longtemps, vous savez, sur ce thème privilégié des déchets visibles et solides que toutes les associations en général souvent utilisent comme outil pédagogique. Donc c'est un petit peu une dynamique qui continue. Et je pense qu'on est vraiment au début de l'utilisation des outils collaboratifs informatiques. On
on est dans les prémices, on va explorer ensemble, on va découvrir ensemble, et c'est à nous de les faire vivre et de les faire fructifier dans le sens à ce que ce soit le plus utilisé, le plus utile pour tous. Donc je me posais la question du financement sur le long terme, effectivement. Donc vous y avez répondu en partie, mais je pense qu'apparemment la question reste un peu en suspens. Je m'interrogeais aussi sur la gratuité des données, sur la propriété des données, puisque si on met en ligne des informations sur les déchets, comment est-ce qu'on va les utiliser, comment on va les partager, comment on va les rendre disponibles. Pour moi, c'est un bien commun de l'humanité, mais après, il y a des limites. Il faudra qu'on réfléchisse ensemble, je pense, pour voir comment on partage ces informations. Il y avait également, pour les participants, nous qui apportons de l'information, de la connaissance, du travail parfois sur de longues années, d'expérience justement aussi, comment est-ce qu'il y avait des financements ou pas, comment est-ce qu'on travaillait là-dessus ensemble, la sécurité des informations, est-ce qu'il y aura derrière une veille pour s'assurer que les informations sont pas n'importe comment, enfin sont pas remplies n'importe comment on va avoir une sécurité là-dessus, sur la validité des données. Là, si c'est quantitatif, qualitatif, c'est comment on va pouvoir protéger tout ça. Et puis, la traduction dans les autres langues, parce qu'en fait, si on s'ouvre au pourtour méditerranéen, moi, j'étais il y a quelques jours avec les Assises Jeunes Méditerranée. On était de nombreux pays sur le pourtour méditerranéen qui ont aussi cette dynamique sur le même thème, et ils participaient tous à des opérations de nettoyage et des programmes de sensibilisation, de programmes pédagogiques, et je suis sûre que la ressource les intéresse aussi, que la connaissance, ils en ont besoin, que le partage de ces expériences aussi, parce qu'ils font des tas de choses formidables, nous aussi on peut en bénéficier. Donc voilà, c'est comment on échange à travers les problèmes de langue, de barrage de langue. Jean-Louis qui voulait parler. Oui, Jean-Louis. À la fois sur la ressource, sur le financement et sur l'avenir, je voudrais revenir un peu sur ce que disait David. La notion de collaboration me semble plus importante que l'outil, et la professionnalisation de l'éducation aussi. C'est pour ça que si on imagine que Ecorem peut être, comme je disais, mais c'est difficile à expliquer, multipôle. Si plusieurs partenaires, si Isabelle prend un morceau de Ecorem, si le Grain Languedoc-Roussillon prend un morceau, porte un morceau d'Ecorem, je pense qu'on peut assurer un développement en cherchant d'autres types de financement, peut-être, par des publications, par des tas d'autres choses, mais on y travaille, on s'est engagé à travailler sur un modèle économique, on a quelques idées, mais je pense que l'idée de collaboration est beaucoup plus importante, que, même si ça choque un peu, que l'outil. Et ce qui est important, c'est ce que vous disiez, c'est que moi j'utilise enfin un outil collaboratif, ce qui veut dire que forcément je rentre, d'une fois qu'on a fait une expérience de collaboration, on ne revient pas en arrière. C'est ça qui est intéressant. Et c'est cette notion qui va nous permettre le développement. Merci. Gérard Rivoire, je suis un ranchier de l'océanographie et peut-être quelque part un peu le grand-père des ateliers bleus. J'ai travaillé également pour la région Rhône-Alpes qui ont mis en place une association qui gère environ 700 entreprises qu'ils ont mis en réseau pour gérer leurs déchets, gérer leur énergie, avec l'aide de la région Rhône-Alpes. Ça s'appelle Éco-énergie, un peu comme Ecorem. Et je pense que maintenant il est vraiment grand temps d'associer nos industriels à gérer leurs déchets et leur énergie. Nous avons en région PACA 2 bombes à retardement, une qui est à La Ciotat, 83 740 tonnes de déchets industriels toxiques qui, à quelques centaines de mètres de la mer, qui à terme vont aller en Méditerranée. Nous avons le scandale des boues rouges de Péchinet. Ils ont eu l'autorisation depuis 4 ans de déverser 220 000 tonnes de résidus de bauxite de Guinée. 220 000 tonnes par an jusqu'en 2015. Ce n'est pas un produit inerte
comme les études scientifiques, entre parenthèses, financées par Péchinet, disaient. C'est un produit qui est toxique, même à très forte dilution. C'est pour ça qu'on a réussi à faire appliquer la Convention de Barcelone, qui en 2015 arrête ce rejet en mer. Je pense que maintenant il est vraiment grand temps d'associer les partenaires industriels et de fermer tous ces tuyaux en Méditerranée. On ne peut pas d'un côté, j'ai été le papa des sentiers sous-marins, expliquer qu'il faut laisser l'étoile de mer en place, quand nos adultes, nos politiques laissent faire le scandale de la décharge du Mentor à La Ciotat et le scandale des boues rouges. 90 millions de tonnes de boues rouges. À l'endroit du rejet, il y en a 34 mètres d'épaisseur. 50 km plus loin, devant Toulon, il y en a encore 10 cm d'épaisseur sur 7 km de large. Ça remonte en surface, comme disait Patrick, par le phénomène du Pourligne. À 60 mètres de fond déjà, c'est déjà tout rouge. Et ça continue, ça continue, ça continue, qui sans arrêt vont être remis en suspension. Je pense qu'il faut vraiment associer nos industriels à ces problèmes. Merci. Pas dire de bêtises en disant que vous avez un onglet, enfin dans les thématiques, vous avez la thématique économique dans Ecorem, justement pour que le monde de l'entreprise, qui est aussi un monde de recherche et de développement, enfin d'application en tous les cas, puisse venir travailler avec les autres secteurs d'activité liés à la mer. Je ne dis pas une bêtise. Peut-être ce que je peux apporter comme réponse, c'est plus au niveau justement du développement des partenariats. L'objectif, je l'ai un peu évoqué lorsque j'ai présenté les fonctionnalités, c'est de sortir de nos sphères d'éducation à l'environnement et d'aller vers d'autres acteurs, d'autres territoires, mais en effet, aller rencontrer les professionnels. Et récemment, on a été en contact avec le pôle mer et le pôle risque. Et donc, c'est aussi, je pense, une première avancée pour faire rentrer justement de ces actions d'éducation au développement durable dans les préoccupations de ces professionnels. Si je peux aussi, oui, bien sûr. Pour répondre à M. Rivoire, je crois qu'on l'a dit dans la salle ce matin, c'est que tout le monde est bien au courant de l'état de santé global de la Méditerranée et qu'on partage tout à fait ce que vous venez d'évoquer. Mais il faut aussi rester optimiste parce que les efforts qui ont été faits par les collectivités et par tout le monde d'une façon générale a permis de réduire les apports polluants en Méditerranée. Il en reste, on est d'accord, mais il y a quand même une prise de conscience qui est forte. Et moi, je préférerais voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et il faut garder de l'optimisme, il faut garder parce que sinon on arrête tous, on se tire une balle et puis on rentre voilà, c'est fini quoi. Donc il faut rester optimiste, il faut garder cette énergie dynamique de réseau, de volonté de partager, d'échanger, de donner pour recevoir. Il ne faut pas oublier ça non plus. Plus on donne et mieux on reçoit. Et garder tout ça en tête pour qu'on puisse aller vers une Méditerranée plus belle, en meilleure santé. Et comme on l'a dit ce matin, il suffit de mettre en place des cantonnements de pêche, des réserves, des zones protégées pour que la biodiversité revienne. Et on a aussi l'espoir on a un pêcheur dans la salle qui est à l'origine, M. Decugis, du cantonnement de pêche du Cap-Roux. On a des pêcheurs sur la Côte Bleue qui ont fait des réserves, qui sont volontaires pour faire des réserves. Et on a, heureusement, dans tout, comme l'a dit Cécile, on a des crétins partout, on est d'accord. Mais il y a des gens bien partout aussi. Et donc, il vaut mieux s'intéresser aux gens bien qui font des choses à leur petite échelle. Et peut-être que ces petites interventions locales feront des grandes choses au fur et à mesure. Pour se dire qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut continuer. Voilà. Moi, je voudrais garder ce message d'optimisme et que toutes les énergies qui rayonnent dans cette salle et toutes les personnes qui ont envie de faire des choses ne se laissent pas abattre et continuent à le faire parce que tous ensemble, on y arrivera. Il y a un mot d'ordre qui est général, c'est ensemble. Et c'est l'union qui fera la force. Et je préfère rester comme ça et aller dans ce sens-là, même si je suis d'accord avec vos propos, bien évidemment. Monsieur Sarano, vous voulez rajouter quelque chose dans nos échanges? Vous aviez beaucoup évoqué cette question, justement. Est-ce que vous voulez dire un mot? Je ne veux surtout rien ajouter à ce qui vient d'être dit, parce que c'est le mot de la fin le plus formidable, ensemble. C'est pas le mot de la fin, non, parce que d'abord, nous avons une question pour commencer. Une question de la dame avant le mot de la fin. Donc, je vous laisse le mot de la fin pour après, Jean-Louis. Et une deuxième question. Bonjour, alors je suis de deux structures, notamment une qui s'appelle Mesclin, qui est un collectif d'associations de l'économie solidaire et qui travaille avec des outils collaboratifs. Il y a à peu près une quinzaine de membres. Et puis une autre association qui s'appelle Assodev Marsnet et qui a pour vocation l'accompagnement à l'usage des outils collaboratifs pour développer l'économie solidaire. Et là, il y a à peu près 200 membres associatifs.
Et donc, je voulais savoir, en fait, si vous avez constaté à l'usage de ces outils le développement de certaines valeurs comme la solidarité, le partage, la coopération, et dans quelle mesure vous avez constaté ces changements. Bon, je vais parler de l'expérience sur l'espace projet, enfin, sur la collaboration dans le projet Éco-Attitude. Je dirais que mon directeur a eu cette idée de créer ce jeu et a voulu, on l'a testé pendant 2 ans, et a voulu le partager déjà avec des membres du réseau mère. Donc déjà, la collaboration, elle s'est faite par les membres du réseau. Et là, vous disiez solidarité. Bon, la première année, on a les 5 structures qui nous ont rejoints dans cette aventure. Une d'elles m'a dit écoute, cette année, je ne vais pas avoir le temps de travailler sur les questions, nous faire un questionnaire rien que pour nous. Est-ce que je peux prendre ton questionnaire en entier? Je lui dis vas-y, prends-le. Donc il y a vraiment, je dirais, dans la démarche Éco-Attitude et dans l'espace projet, énormément de solidarité entre les 6 structures. Là, par exemple, pour ce soir, on a besoin de plus de 50 boîtiers. Chaque structure a 50 boîtiers. L'Observatoire marin nous prête les 50 boîtiers. Ça a déjà été le cas pour une autre intervention qu'on avait fait l'année dernière. Voilà, beaucoup d'échanges et de solidarité sur ça. Je crois que d'une manière générale, les réseaux, quels qu'ils soient, se basent sur ces valeurs de solidarité, de soutien les uns des autres, de mise en lien. Et ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve au sein des réseaux mers, le REMA, le réseau montagne, le GREN aussi. C'est pas que des regroupements de structures pour travailler ensemble, mais c'est aussi pour se professionnaliser ensemble, s'entraider sur des questions qui ne sont pas forcément en relation avec nos domaines d'activité, mais plus sur la gestion de nos structures. Donc voilà, les réseaux servent à ça aussi, et je pense qu'Ecorem, c'est un formidable outil de mise en lien, de diffusion de l'information. On parlait tout à l'heure de pollution, mais je pense que c'est un formidable outil aussi pour nos politiques, et il faut leur le faire connaître. Et du coup, je laisse le mot de la fin à Jean-Louis. Alors, le mot de la fin, on n'y est pas. Juste pour compléter aussi quelque chose par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui se sent plus qu'il ne se voit. Donc, effectivement, cet esprit de solidarité, et ça se vit au quotidien. Et donc, l'évaluer, ça va être très, très difficile. Hein, c'est du qualitatif. Du quantitatif, on sait le faire, mais le qualitatif, généralement, on ne sait pas le faire. Donc, on est vraiment là-dessus. Et par expérience aussi, on peut peut-être donner notre expérience propre. Depuis 3 ans qu'Ecorem existe, c'est vrai qu'au début, Jean-Louis, Carole et Christelle venaient nous voir. Lila n'était pas encore là. Venez nous voir en disant allez, venez travailler sur Ecorem, mettez ce projet là-dessus et tout. Et puis on y allait effectivement plutôt à doucement et à reculons, parce que effectivement c'était de nouveaux outils, de nouveaux principes, et qu'on ne savait pas trop faire avec, hein, tout simplement. Mais aujourd'hui, le fait qu'il y ait 17 projets sur Ecorem, qui effectivement l'ensemble des projets effectivement qu'on mène dans le réseau mère quasiment dessus, fait qu'au quotidien on utilise Ecorem. Et donc je crois que la solidarité aussi se crée comme ça. C'est qu'on a appris à maîtriser l'outil, et ce n'est qu'un outil, et que derrière effectivement tout le reste s'enchaîne effectivement sans aucun souci. Alors, je suis désolée, je vais être obligée de faire le censeur. J'avais encore des questions, mais le temps m'impose d'arrêter maintenant. Je vous rassure, cet après-midi, nous aurons le temps, en revanche, d'échanger un peu plus longuement en fin d'après-midi au moment de la plénière. Je suis obligée, je suis désolée de ne pas vous... Enfin, je ne peux pas vous passer la parole. Voilà. Je vous remercie à tous d'être intervenus pour cette table ronde. Je vais laisser le mot de la fin de la table ronde. J'avais 2 interventions, très honnêtement. Voilà. J'avais 2 interventions. Alors, non, c'est ou les 2 ou personne, honnêtement. Hein, mais il n'y a pas de... Non. Alors, on va commencer par monsieur qui avait un témoignage. On mangera 5 minutes plus tard. Voilà. Bonjour, je m'appelle Bernard Beck. Je représente une agence qui travaille sur la création de liens. On appelle ça des réseaux sociaux aussi. On travaille depuis une dizaine d'années sur les problématiques de partenariat. Et je pense qu'on pourra trouver un consensus parmi nous qui est de dire que c'est le système productif effectivement qui est en question aujourd'hui. Si on avait d'autres modes de production, peut-être qu'on n'aurait pas à résoudre les problèmes qui sont ceux à résoudre par l'association.
le réseau dont il est question aujourd'hui. Donc sur ce constat, il y a quelques années, on s'est dit on ne peut pas faire l'impasse d'associer effectivement le monde de l'entreprise en tant que partenaire aux projets qui sont liés à l'environnement. Et donc on a depuis donc ces années monté différents réseaux, et notamment aujourd'hui nous travaillons avec la région sur plus précisément ce qui s'appelle le REN, le réseau régional des gestionnaires d'espaces naturels de PACA, qui couvre un ensemble allant du parc des Écrins dans le nord-est jusqu'à la Camargue au sud-ouest, en passant par les Alpilles. Enfin, pratiquement tout PACA est couvert par des espaces naturels. Et ces espaces ont aussi des problématiques de préservation, notamment de ce qu'on appelle de manière globale la biodiversité, ce dont il est question ici en fait. Pour cela, donc, on essaye de monter, et on monte des partenariats avec les entreprises pour essayer justement d'influer sur les modes de production actuels, de passer à des modes de consommation de biens, à des offres de services. Il y a beaucoup d'expériences, je ne vais pas m'attarder là-dessus. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse effectivement d'associer des partenaires entreprises à ce type de réseau, parce que c'est elles qui sont effectivement, comme le disait monsieur, les grosses industries évidemment sont effectivement pollueuses, mais les petites entreprises sont également partie prenante en fait de nos territoires et des modes de production. Donc je pense qu'il est indispensable de les associer, et peut-être qu'un biais pour cela, un levier qui est peu coûteux finalement pour les entreprises, c'est le mécénat, et on utilise cela nous comme coin pour entrer effectivement et créer des partenariats, puisque ça permet en fait aux entreprises de s'investir à moindre coût. Il y a un retour sur investissement qui est assez intéressant, à la fois d'un point de vue fiscal, via les lois Yagon, et aussi via les valorisations en termes de ce qu'on peut appeler globalement les RH. Donc voilà, le réseau avec le REN est en cours d'élaboration. On a une vingtaine de projets actuellement dans les cartons également. Merci pour votre témoignage. Et on va terminer avec l'île de beauté. Bon, uniquement un quart d'heure d'attention. Non, je voulais uniquement dire, je reprends ce qu'a dit M. Sarano pour conclure dans cette matinée, c'est que pour éveiller la citoyenneté, on ne dénonce pas assez les informations que l'on donne sur la Ciotat et sur Péchinet. Parce qu'on est matraqué par des images, et le bon et le mauvais, il faut rester optimiste, comme dit Valérie, mais je pense qu'il faut dénoncer autant de fois qu'il le faudra, parce qu'à la limite, c'est la conscience citoyenne, c'est peut-être le vote, quel que soit l'échelon, mais je pense que là-dessus, nous devrions faire un effort tous ensemble. Merci. Merci beaucoup. On va laisser le dernier mot à Jean-Louis, qui va nous conclure cette table ronde. C'est une table ronde qui est riche, c'est difficile de conclure. Je partirai quand même sur deux mots. J'ai entendu parler des politiques et j'ai entendu parler de dénoncer. Pour moi, je crois que aussi Ecorem peut être un puissant lien entre le politique et le terrain et le grand public. Pardon. Notamment, on n'a pas parlé d'un aspect d'Ecorem qui est les observatoires, qui sont les observatoires citoyens. Donc, à l'heure actuelle, il y a 2 projets dans Ecorem qui sont des observatoires citoyens. Un pour les plongeurs, qui est la caractérisation des paysages, et l'autre qui est la pêche de loisirs. À partir de ces outils, on peut faire remonter de l'information aux élus et aux politiques, et au lieu de s'opposer, je pense qu'on peut mieux faire comprendre ce qui se passe. Je pense que c'est aussi un des aspects d'Ecorem. Voilà, je remercie à la fois les intervenants qui ont été splendides, même si Valérie a fait le mot de la fin qui a été prolongé. et voilà, et je remercie l'assistance d'avoir participé à ce point. Merci. Merci beaucoup. Alors pour terminer, on va juste vous dire ce qui va se passer cet après-midi. Je vais demander à Carole d'Enfoncy de venir m'aider. Vous pouvez rester là, hein, vous êtes bien là, vous êtes bien assis. C'est pas grave. Et on va demander aussi à Gwendoline de nous rejoindre pour nous parler du jeu. Allez, viens. Voilà. Donc cet après-midi, donc nous avons rendez-vous. Nous n'avons pas rendez-vous ici. Nous avons donc rendez-vous. Nous avons rendez-vous à la Cité des Associations, 93 La Canebière, à 14h.
Il y aura un convoi qui vous amènera de l'espace restauration à la Cité des Associations pour une séance, même plusieurs séances d'Explore Camp. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un Explore Camp, c'est des mini-conférences de 20 minutes. Enfin, conférence, c'est un petit peu plus actif qu'une conférence. En tout cas, c'est 20 minutes. Chaque conférence, mini-conférence sera répétée 3 fois. Et donc, vous bougerez chacun 3 fois. Vous assisterez à 3 Explore Camp différents. Alors, quel thème ? Je les ai notés, si tu veux. Oui, c'est très Présentation gentil. donc, de la plateforme ONEM et exemple d'enquête Voilà, David Delon tout à l'heure. avec David Delon qui s'est exprimé tout à l'heure. Les ports de plaisance et l'environnement, programme Odyssea, Véronique Tourelle-Turcan de l'UPACA, qui sera là tout à l'heure uniquement. Elle n'a pas pu nous rejoindre avant. Alors, la pêche aux petits métiers ou présentation du groupe Fonds européen sur la pêche varoise. Voilà. Et là, ce sera Christian Décugis, dont on a parlé tout à l'heure, et qui doit être dans la salle, j'imagine. Oui, avec Claire Lemoine, qui est ici. Qui interviendront ensemble. Ensuite. Vers un réseau de surveillance des macrodéchets comme outil de sensibilisation et de gestion. Donc, Isabelle Poitou, qui est intervenue tout à l'heure, l'association Merterre. Alors, le tourisme peut-il être facteur d'éco-développement en Méditerranée ? Et là, c'est Alex Frick, des Citoyens de la Terre. Axel Frick. Ah oui, non. Axel Frick, des Citoyens de la Terre, excusez-moi. Et un exemple de gouvernance dans un projet sur la Méditerranée avec Nidal Fatoumi du cabinet Place Conseil. Ensuite, Andy Plongé qui interviendra avec une pratique sportive accessible, c'est le thème. Et c'est donc Emmanuel Serval, du comité départemental de la FFESSM, Fédération française d'études des sports, d'études et de sports sous-marins, de l'Hérault, qui interviendra. Et Émilie Varro du CPIE du bassin de Thau qui vient nous parler conchiliculture et pêche, un nouvel angle pour l'EDD. Et enfin, dernière Explore Camp, à l'école de la mer, le dispositif d'animation de son livret ressources et espace projet. Et c'est Stérène Jaffrelot du CPIE Côte-Provençale qui viendra nous en parler. Ça commence à 14h. De 14h à 15h30. Après, on revient ici pour une conclusion qui se déroulera sous la forme d'un petit quiz, d'un jeu pour synthétiser ce qu'on a vu aujourd'hui. Et là, je vais laisser Gwendoline en parler puisque c'est le jeu que vous avez amené et que vous utilisez. Voilà. Donc après les Explore Camp, vous pourrez faire une expérience, comment on dit déjà ? Une expérience non réversible, des boîtiers irréversibles de solidarité avec des boîtiers électroniques. Donc ces boîtiers et ce logiciel qu'on utilise dans la campagne Éco-Attitude. Donc un petit quiz sympathique sur Ecorem, savoir si vous avez tout bien compris quand même, parce que bon. Au cas où. Au cas où. Voilà. Donc on a besoin de vous jusqu'à la fin. Alors c'est avec c'est un petit quiz, on lève la main, il y a un boîtier. Ah non, c'est un boîtier, c'est comme à la télé. Voilà, comme à la non télé, mais vraiment, il y a le boîtier électronique. Donc moi je vais me croire à la télé quoi. Voilà. Super. Vous allez vous transformer en animatrice télévision. Merci beaucoup. Ça sera une nouvelle expérience. Sinon, on va parler des choses importantes pour le déjeuner. Ça commence quand vous voulez. Vous pouvez aller déjeuner dès maintenant pour ceux qui se sont inscrits, qui ont un petit ticket rose, sauf celui qui l'a perdu. Il ne pourra pas manger. Donc, je vous invite à vérifier. Qui a perdu son ticket ? Moi, j'en ai pas, mais dès le début. Là, je trouve ça louche. Je suis désolée. Voilà, si quelqu'un a perdu son ticket, sachez que je l'ai. Voilà. Vous avez perdu votre ticket. Bon, donc vous êtes invité à vous rendre au premier étage où vous attend un buffet. Bien sûr, profitez-en pour échanger, poser les questions qui vous restent. Vous n'avez pas eu le temps de poser. Et après, pour partir plus haut, suivez ceux qui ont un petit badge bleu. Ils vous indiqueront la route. 96 Canebière, c'est pas très loin. Merci beaucoup pour cette matinée, à tous les intervenants et à vous tous. Bon appétit.